Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée? Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 14. Des lois concurrentielles. Un contexte mondial. Dans un contexte mondial, rude et hyper concurrentiel, les entreprises ont besoin d'outils pour préserver leur position ou conquérir de nouveaux marchés. Le renseignement économique, la protection des brevets, les pratiques d'influence, la diplomatie commerciale sont autant de moyens d'une intelligence économique au service des pouvoirs économiques. Tous les moyens sont mis en place pour capturer un maximum d'informations concurrentielles. Un des objectifs prioritaires des États est d'augmenter les performances économiques de ces entreprises. Il s'agit aussi de mobiliser de façon volontaire, simultanée, coordonnée, toutes les ressources du pays. C'est donc la convergence des données, des actions, des décisions, qui permettent de réaliser les performances escomptées. Qui contrôle le commerce international? Il existe une organisation mondiale du commerce. Son rôle est d'établir une facilité commerciale de libres échanges avec une quasi-suppression des droits de douane entre les pays membres et de la réguler. 90% des flux commerciaux de la planète transitent par cet organisme qui réunit 150 pays environ. Elle a été créée en même temps que l'Organisation des Nations Unies, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette belle théorie organisatrice est souvent bafouée par des mesures répressives, face à des politiques arbitraires de certains États. Des subventions accordées au détriment des autres pays biaisent aussi les circuits de la concurrence. Les économistes divisent la planète en 3 secteurs d'influence. Les pays dits développés, parce qu'ils ont une infrastructure industrielle. Les pays dits en transition, de l'ancien bloc soviétique et les pays dits en développement. Le G20 regroupe les puissances économiques les plus influentes de la planète avec 90% du PIB, 80% des échanges commerciaux, 65% de la population mondiale. En revanche, aucun consensus n'a été réussi par tous ces partenaires, concernant les pollutions atmosphériques, terrestres et maritimes, ni le pillage systématique des ressources naturelles de notre planète. L'héritage, laissé aux futures générations, sera lourd de conséquences.
L'enseignement supérieur représente un enjeu économique considérable pour les États et leurs gouvernants. Il y aurait 160 millions d'étudiants en école supérieure, répartis sur la planète, plus précisément en Asie, Russie, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, dont 3 millions d'étudiants à l'international. L'Afrique est particulièrement déficitaire, manquant d'infrastructures. C'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe le plus d'étudiants supérieurs avec 50% des effectifs. Une banque d'affaires, implantée dans 32 pays, avec 35 000 employés, tout tenus au secret, a fait l'objet d'une enquête judiciaire. Elle aurait contribué à fabriquer la crise européenne afin de pouvoir en tirer le plus de profit possible. Les protagonistes auraient trahi leurs propres clients et manipulé les marchés. C'est une banque qui serait plus puissante que les gouvernements. Leur affairisme serait, tout simplement, d'arnaquer, mais n'y aurait-il qu'une seule banque. Les banques seraient devenues de simples machines spéculatives. Elles spéculent, pour leurs clients, mais surtout pour elles-mêmes. On les appelle des banques d'investissement. Ce sont des sortes de casinos, des usines à jouer avec l'argent des autres. Elles sont généralement impliquées lorsqu'une affaire litigieuse surgit, et elles y sont à l'origine. Chaque grande crise financière est l'œuvre d'une de ces banques. Leur stratégie consiste à stocker des matières, quelles qu'elles soient, pour faire croire à une pénurie, puis à les déstocker lorsque les prix sont parvenus au plus haut. Elles incitent leurs clients à parier sur des plus-values ou des crashs. Cette organisation financière, extrêmement rentable, n'est pas du tout régulée. Des employés, appelés traders, seraient de réels prédateurs. Ils seraient tout simplement des voleurs. Ils utilisent la crédulité humaine pour convaincre leurs victimes. Le marché des capitaux est le système qui permet le libre-échange entre l'offre et la demande. Les marchés des produits dérivés sont des mécanismes anarchiques à l'origine des spéculations et des manipulations. Ils sont aussi à l'origine de l'endettement des États et des ralentissements économiques. Ils sont les responsables des politiques de rigueur mises en place, par voie de conséquence. Les services financiers des banques avaient préalablement pour rôle de servir les entreprises, soutenir l'industrie, aider l'économie à se développer. Seulement, par leur nouveau fonctionnement, elles sont devenues des parasites du système économique. On appelle ça l'innovation financière. Il est beaucoup plus rentable, pour les banksters, de détruire l'économie que de la favoriser. De plus, elles maîtrisent totalement les décisions des gouvernants. Leurs pouvoirs sont illimités dans tous les domaines. Des représentants de ces banques sont installés dans tous les postes décisionnels, dans tous les États. Ces institutions financières ne paient aucun impôt, d'aucune sorte, à aucun pays. Elles organisent des guerres et ruinent les États. Leurs fraudes sont gigantesques. Plus elles font dévaluer les titres de leurs clients et plus elles s'enrichissent par les baisses des marchés. Une certaine banque internationalisée n'a pas hésité à ruiner d'autres banques, des compagnies d'assurance, etc. Et, on le sait depuis, c'est l'argent des contribuables qui les a toutes renflouées. C'est simplement de la fraude financière. Il en va de même pour la maîtrise des échanges des denrées. Les transactions se font de banque à banque, sans aucun moyen de régulation, à partir d'ordinateurs hyper rapides et puissants. Par leur spéculation financière, certaines banques décident du sort des populations. Elles ont le pouvoir de les affamer, sans aucun scrupule. Leurs influences sont particulièrement préjudiciables à l'espèce humaine, dans sa généralité. Elles ont le pouvoir de manipuler et de tromper qui elles veulent, quand elles le veulent et où elles le veulent. Elles contrôlent tout et elles ont les pleins pouvoirs. Cela s'appelle de la délinquance économique. Leur impunité est totale. Les banquiers tricheurs ne font jamais l'objet d'aucune poursuite. Elles détruisent, de cette façon, toutes les démocraties. Les banques sont suspectées de violer les lois en permanence. Et cela se fait avec la complaisance, quand ceci n'est pas la complicité des dirigeants économiques et politiques des États. Il n'est pas facile d'expliquer la malhonnêteté des escrocs. Leur habileté est de se faire paraître parfaitement honnêtes.
Il y a aussi une totale incompréhension des mécanismes qui l'ont installé, pour qui chercherait à les comprendre. Les dominateurs ont établi un programme de domination globale de l'économie de la planète. Ils ont découpé leur zone d'action en 4 grands groupes, la Pacific Union, l'American Union, l'African Union et l'European Union. Les mafias sont des organisations criminelles. Elles sont situées en Europe, en Chine, au Japon et aux États-Unis, pour l'essentiel. Elles fonctionnent selon un modèle hiérarchique militarisé, dans la plus grande discrétion de ses cadres. Leurs activités criminelles sont très variées. Le racket, la contrebande, les jeux illicites, les marchés publics truqués, les trafics de drogue, d'êtres humains, la prostitution, etc. Elles se sont installées et développées grâce à la complicité des pouvoirs politiques de l'époque. Elles se sont implantées ensuite, grâce à l'immigration, par la création des réseaux locaux. Elles infiltrent les organisations politiques et tous les secteurs économiques. Elles utilisent, pour ce faire, un système bien connu, celui de la corruption. Tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin. Elles gangrènent la quasi-totalité des économies des États. Les mafias créent surtout de la précarité en paupérisant les populations. Elles s'enrichissent, sans créer d'emplois, et sans redistribution de leurs richesses. Elles mettent en péril tous les modèles économiques locaux. Vers l'établissement des richesses. Comment deviennent-ils riches? Pourquoi fuient-ils certains pays? Y aurait-il une hostilité envers les riches dans quelque pays que ce soit? Ils sont, le plus souvent, des patrons de très grosses entreprises. Leur pays d'origine leur a permis de s'instruire, de s'installer, de prospérer, de s'enrichir et voilà qu'ils s'en vont ailleurs, en oubliant de régler des impôts, des plus-values, etc. Ont-ils conscience de leur veulerie? Pas précisément, ils sont même convaincus de leur plein droit. Ils revendiquent avoir créé des emplois, avoir créé de la richesse. Ils sont à la tête de grosses multinationales, de banques, de cabinets de conseil, etc. Ces organisations, à titre d'exemple, peuvent ne payer que 453 € d'impôts par an, pour un bénéfice déclaré de 60 millions d'euros, pour une seule de leurs nombreuses succursales. Dans le même temps, un fonctionnaire et sa femme, tous deux retraités, ayant déclaré des revenus de 59 891 €, ont payé 8 972 € d'impôts. Or, dans le montant du chiffre d'affaires de cette succursale, toutes les charges ont été retirées, avant la déclaration du bénéfice. En revanche, les charges du couple, elles, restent à leur charge, après la déclaration des revenus. Des dizaines de milliers d'entrepreneurs quittent leur pays d'origine, pour des pays à fiscalité très réduite ou nulle. Ils partent dans les pays n'appliquant aucune plus-value dans la revente de leur entreprise, dans des pays qui n'appliquent aucune taxe sur les transferts aux héritiers. Les grandes fortunes se construisent généralement sur plusieurs générations. Des zones franches sont instaurées afin que les riches puissent y entreposer leurs trésors, sans droit à payer, ni impôts, ni droits de douane, ni taxes d'aucune sorte. Ces zones franches échappent à toute fiscalité, en toute légalité. Ils peuvent y entreposer tous les objets de leur fortune pendant des dizaines d'années. Aucun contrôle n'y est possible et le nom des propriétaires reste secret. Leur anonymat est parfaitement gardé. Aucune de ces fortunes, de nature très diverse, n'apparaît nulle part, échappant ainsi à toute tentative d'impôt. Ces chambres fortes sont hyper sécurisées. Il y en aurait plusieurs centaines, rien qu'en Suisse. C'est aussi, dans ces lieux, que s'y effectuent les estimations, les transactions et les expertises de prévente. Dans le même temps, les valeurs établies pour ces fortunes sont fixées dans un trust, qui est un modèle d'organisation, situé dans un paradis fiscal. Un trust est un contrat privé, établi entre un richissime propriétaire et une banque de paradis fiscal. Le contrat établit quels sont les bénéficiaires des biens, dont l'identité est toujours secrète. Cette information confidentielle est protégée par les lois des paradis fiscaux. Il est un excellent outil d'évasion fiscale. Les clients sont des artistes, des avocats, des affairistes, etc.
Ils appellent cela « protéger leurs économies ». Tous les soi-disant accords avec des gouvernants pour communiquer des noms ne sont jamais mis en œuvre. Des montages financiers sont instaurés afin que les richesses puissent être enregistrées, sans aucune difficulté, depuis n'importe quel pays, sur la planète, sans qu'aucune trace n'en apparaisse, dans le pays d'origine. Par contre, les héritages, en cas de décès, deviennent vite un labyrinthe de difficultés. L'opacité des trusts et des paradis fiscaux permet aux plus requins des requins de remporter le gros lot. Les trusts, selon les systèmes judiciaires, constitueraient des patrimoines indépendants. La justice considérerait même que l'évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts serait conforme à la tradition familiale de transmission des biens aux héritiers. Tout est alors légal dès lors que les trusts sont une tradition familiale et aucun stock n'est alors répertorié. À titre d'exemple, un richissime propriétaire peut déclarer 1 000 € de revenus annuels et donc n'être redevable d'aucun impôt, pendant que, dans le même temps, il aurait versé 4 millions d'euros sur ses comptes en banque. Les riches ont un arsenal particulièrement performant, leur permettant, en permanence, dans quelle transaction que ce soit, d'échapper en totalité à toute forme de fiscalité, en impôts ou taxes. Les responsables gouvernementaux font la plupart du temps semblant de s'agiter, afin de calmer les ressentiments des imposables qui n'ont pas d'autre choix, eux, que de payer l'impôt, à la place de ceux qui n'en paient pas. Il y a bien quelques petits tricheurs qui se font épingler au passage, toutefois, dans les faits, rien ne serait susceptible de changer, pour ce qui est des tricheurs professionnels. La plupart du temps, une seule intervention informatique suffit à transférer des fonds importants d'un pays vers un autre, afin de brouiller les pistes. Les investigations, sans le concours des banques, sont continuellement vouées à l'échec. Certains pays d'Europe se sont attaqués à la fraude fiscale, à titre anecdotique. Toute personne, détentrice d'informations particulières en la matière et qui serait tentée de les communiquer, serait tout simplement considérée, dans son propre pays, comme un criminel. Les entreprises installent des filiales dans les paradis fiscaux et échappent à toute imposition par des jeux d'écriture, en particulier par des manipulations de prix de transfert, totalement inappropriées. Si les citoyens savaient que toutes les grandes entreprises, notamment celles qui sont cotées en bourse, ne paient aucun impôt sur les profits extravagants qu'ils font, cela créerait une révolte bien légitime. La présentation des comptes de ces sociétés ne correspondrait jamais à leur réalité économique. Ce sont les organisations d'écriture entre les filiales qui permettent ces dérives. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, aucune enquête n'est diligentée afin de connaître la vérité sur ces falsifications. Pourtant, des contradictions flagrantes entre la vision comptable et les décisions de management pourraient facilement permettre de repérer les fraudes en cas de contrôle. Or, des dirigeants de haut rang, surpris par de telles pratiques et ayant alerté leur hiérarchie, ont tout simplement été licenciés pour faute grave. Une administration fiscale, pourtant alertée par des éléments précis de dénonciation, n'aurait conclu à aucune fraude fiscale, considérant qu'il s'agissait simplement d'une optimisation fiscale. Des contrôles fiscaux auraient même été effectués, 300 pour 10 000 entreprises, des redressements fiscaux auraient été réalisés, ça, c'est le discours officiel. Nous faisons ce que nous estimons devoir être fait. Mais, dans le même temps, d'anciens inspecteurs fiscaux devenus professeurs de droit en université, traitant des prix de transfert entre filiales, précisent que les grandes sociétés internationales peuvent manipuler leurs comptes comme il leur convient, sans que les services fiscaux n'y puissent rien voir, dans le cas, peu probable, où ils seraient tentés de regarder. Des centaines de milliers de transactions sont effectuées, par informatique, en temps immédiat. Aucun contrôle sérieux n'est alors envisageable. Les multinationales ne révèlent absolument rien de leur comptabilité. Les montants, ainsi dissimulés, sont gigantesques et totalement invisibles. Ce qui n'empêche pas des responsables politiques de mentir allègrement sur l'efficacité de leurs actions. Les multinationales continuent, sans aucune retenue, à trafiquer leurs transactions à travers les paradis fiscaux, les secrets bancaires et les manipulations des prix de transfert.
Ces entreprises n'ont, en fait, aucune obligation de remplir des déclarations fiscales, pays par pays. Aucun service fiscal, nulle part dans le monde, ne peut vérifier leur comptabilité. Les bénéfices extravagants réalisés dans un pays échappent, en totalité, à la fiscalité de ce pays. Les prix de transfert, totalement inconnus des moyens d'information, fonctionnent dans une opacité la plus totale, sans que cela n'interpelle les dirigeants politiques dont certains feignent même d'ignorer leurs existences. Ce sont ainsi des centaines de milliers, de milliards d'euros de bénéfices qui sont ainsi totalement occultés. Les responsables de nos pays démocratiques sont les négationnistes d'une réalité qu'ils s'efforcent d'ignorer. C'est tout simplement une attitude parfaitement hypocrite et irresponsable de leur part, à moins qu'il s'agisse plus simplement d'affaires de corruption. Les simples citoyens, eux, sont très efficacement réprimés, en cas de manquement à leurs devoirs. Ils n'ont évidemment droit à aucune autre alternative. La charge des impôts n'est supportée que par les classes moyennes, sans aucun espoir d'amélioration, bien au contraire, cela ne pourra qu'empirer pour eux. Le but ultime étant leur paupérisation. Que peuvent-ils faire contre toutes ces injustices? Rien, sauf à se rebeller, mais les forces de l'ordre, celles des puissants, seront là pour les matraquer et les ramener à la raison, par la force. Vers d'autres modèles d'échange. Est-il possible d'envisager d'autres modèles organisationnels de la société? Une autre organisation de la société, qui n'ait plus recours à la monnaie, comme système d'échange. Des échanges de denrées ou de services entre les personnes sans argent. L'organisation actuelle consiste à gagner de l'argent, grâce à un emploi ou par quelque autre moyen que ce soit. La société de consommation, telle qu'elle est organisée à acquérir des denrées, des biens et des services, par l'intermédiaire d'une banque. Par contre, si vous ne pouvez pas travailler, quelle qu'en soit la raison, vous êtes mis hors circuit. Vous ne pouvez plus fonctionner dans le système. Vous n'avez pas de moyens financiers. Vous n'avez alors plus aucun droit à l'accès dans l'organisation de la société. Vous ne pouvez plus, d'aucune façon, participer à aucun projet, de quel ordre que ce soit. La liberté, l'égalité, la fraternité, tout ça n'existe plus, pour celui qui n'a plus le droit de participer à l'élaboration sociale. Toute l'organisation sociale repose sur le gain. Sans argent, vous n'existez tout simplement plus. Une organisation sociale sans banque, sans monnaie, sans facture, sans argent d'une quelconque nature, serait-ce alors un retour à un style de vie en régression sociale? Un retour à l'économie de subsistance, de cueilleurs-chasseurs, de paysans-éleveurs. Cela engendrerait-il une fracture sociale, sans loi, ni ordre social? Un tel modèle de désorganisation économique aboutirait-il à un règne de la délinquance, pour la survie? Voilà des perspectives peu réjouissantes. Nous pouvons aussi envisager que la suppression de l'argent, comme monnaie d'échange, pourrait rendre la vie bien plus agréable et bien plus responsable. Nous devons considérer que la détention de l'argent qui permet les échanges et les achats n'est pas une obligation. Les achats de nourriture, de vêtements, de logements, d'accès au réseau de distribution d'eau, d'électricité, peuvent être envisagés autrement que par l'intermédiaire de l'argent. L'argent n'est utile qu'à celui qui le possède. Mais que devient celui qui n'en a pas ou pas suffisamment pour vivre ou survivre? Notre technologie, que nous avons mis au point peut-elle se passer de notre intervention? Pas tout à fait, c'est encore vrai, mais pour peu de temps. Tout pourra être réalisé à partir des robots, qui au fur et à mesure de leur mise au point, supprimeront les emplois qui permettaient, jusque-là, de faire fonctionner la société humaine, dans le modèle organisationnel qu'elle avait engendré. Plus rien ne fonctionnera comme avant. Cette technologie est seulement utile et efficace pour leurs instigateurs. Les hauts dignitaires de l'organisation sociale n'ont plus besoin de cette armée d'esclaves qu'ils dirigeaient, à la carotte et au bâton. Les machines remplacent les travailleurs, donc les emplois. Chacun d'entre nous ira bientôt remplir la horde de chômeurs et de mendiants, quémandant une aide pour le droit à la survie.
Paradoxalement, c'est peut-être là notre chance, nous voilà libérés des travaux pénibles, parfois insupportables, que nous octroyaient nos bourreaux, sans foi ni loi, sous le couvert de leur générosité, à nous permettre de vivre ou de survivre, dans des conditions sociales souvent déplorables. La production des denrées, des biens et des services sont devenus bien plus faciles, et cela s'améliorera encore. Le seul problème, et il est de taille, c'est qu'il n'y a plus que ceux qui peuvent encore se les octroyer, parce qu'ils possèdent l'argent nécessaire, qui y auront accès. Les autres regarderont, s'ils sont encore vivants. C'est bien de ce problème qu'il s'agit. Comment vivre, si l'on n'a plus la possibilité de participer à l'organisation d'ensemble, de la société humaine? Le système économique actuel consiste au transfert des masses monétaires entre les acteurs économiques. Ce sont nos oligarques qui jouent tout simplement au « Monopoly » entre eux. Ils ont la ferme conviction qu'ils sont les élus des « dieux ». Il est donc bien normal, à cette condition, qu'ils décident du sort des « masses populaires » qui leur sont asservies. Leurs décisions sont sans appel. Puisqu'ils n'ont plus besoin de ces armées d'esclaves, il n'y a plus qu'à les faire disparaître. Et c'est dans leur projet que de les anéantir, par quelque moyen que ce soit pouvant être mis à leur disposition. Sans doute, considérez-vous que ça n'a pas de sens, que votre vie vaut bien la leur, mais ce n'est pas leur avis, ce sont eux les êtres supérieurs, qui ont le droit d'accès à la vie, et eux seuls. Leurs actions, eugéniques, auraient déjà commencé. L'extermination pourrait être assez facile à mettre en œuvre, en ce qui concerne une telle décision. L'utilisation de l'argent n'a eu qu'une conséquence, créer des inégalités constantes. Qui décide, qui reçoit et quoi? Les notions de « nantis » et de « démunis » sont abolies. Seuls les « grands maîtres » ont décidé d'être. Bien sûr, nous considérons cette perspective comme injuste, immorale et même inutile. Oui, mais ce n'est pas l'avis de ceux qui dirigent la société humaine. Est-il alors totalement utopique de penser à un monde libre, libéré des contraintes du passé? La technologie peut-elle aussi profiter à tous les êtres humains? De toute façon, dans l'organisation de la société humaine, telle qu'elle se réalise, il n'y aura pas de place pour tous, il devient donc impératif, pour les autres, de s'organiser autrement. Quelle est donc cette autre façon d'envisager l'avenir des humains, actuellement présents sur notre planète? C'est tout simplement une organisation sociale sans argent, faite d'une réelle liberté, égalité et fraternité. Y aurait-il une ou plusieurs chartes qui pourraient nous guider? En voici une, la charte du monde libre, dont des éléments en ont été extraits. Les raisons et les implications de cette charte peuvent paraître complexes, cependant, les principes sont, en eux-mêmes, très simples. Cette charte propose 10 principes fondamentaux sur lesquels fonder une toute nouvelle société mondiale reposant sur l'équité, le bon sens et la survie. S'ils sont respectés, ces principes réaliseront, dans une juste mesure, l'égalité entre les hommes, réduiront la souffrance et l'injustice, créeront une société collaborative encourageant le progrès et la technologie, tout en garantissant un monde sain, diversifié et durable pour l'ensemble des espèces. La principale préoccupation de l'humanité est le bien commun de l'ensemble des espèces vivantes et de la biosphère. Les êtres humains, les animaux et les plantes font partie intégrante de la nature et de cette biodiversité. Nous ne sommes ni en dehors ni au-dessus d'elle. Toutes les espèces de notre planète sont liées les unes aux autres, et dépendent directement et indirectement les unes des autres pour leur survie. L'impact physique de l'humanité sur le monde est désormais si grand que nous devons faire preuve de sagesse et de responsabilité. Toute décision doit désormais tenir compte, non seulement de nos besoins, mais aussi de ceux de toutes les espèces. La vie est précieuse sous toutes ses formes, et doit pouvoir librement s'épanouir au sein d'un bien commun global. La vie est aussi nourriture et les espèces existantes dans notre monde forment une chaîne alimentaire complexe. Pour la préserver et donc préserver la biodiversité et assurer notre survie, nous devons respecter le bien commun de toutes les espèces lors de nos interactions avec l'une d'elles. 3. Les ressources naturelles de la Terre appartiennent à l'ensemble de ses habitants, et doivent être librement partagées dans le respect du bien commun.
Chaque être vivant sur cette planète a automatiquement droit à une part des ressources naturelles de la Terre et peut les utiliser pour mener une existence saine et épanouissante sans obligations ou subordination à tout autre être. Du fait de sa taille et de son mode de vie complexe, l'humanité a le devoir particulier de ne pas surexploiter les ressources naturelles ou de les utiliser plus que nécessaire pour entretenir un mode de vie satisfaisant et sain, respectueux du bien commun. 4. Chaque personne est un membre égal de la communauté humaine mondiale et un citoyen libre de la Terre. Les divisions sociales, idéologiques et géographiques entre les personnes sont des barrières créées par les hommes, sans base physique ou naturelle. Cependant, malgré les oppositions qu'elles créent, elles doivent favoriser le bien-être commun pour la survie de la société dans son ensemble. D'une manière générale, nous avons tous des besoins et des désirs similaires. Avec une coopération universelle et un accès juste et égalitaire, nous pouvons tous exercer nos potentiels et nos talents plus efficacement pour atteindre des objectifs communs. 5. Notre communauté repose sur l'esprit de collaboration et la compréhension de la nature, pourvue par l'éducation de base. Tout enfant qui, recevant une éducation utile et pertinente sur le fonctionnement de la nature, du monde et de la vie en communauté, rendra en définitive les meilleurs services à ce monde et à cette communauté. L'éducation traditionnelle, imposée et centrée sur la carrière professionnelle, est devenue une force considérablement destructrice. Ultimement, l'éducation remplacera la régulation sociale qui ne constitue en fait qu'un système brut de maintien de l'ordre. L'idée est qu'un enfant comprenant pleinement pourquoi il n'est pas acceptable d'agir d'une certaine façon est infiniment mieux paré qu'un enfant qui ne connaît que la crainte de la punition. 6. Notre communauté offre à tous ses membres les éléments nécessaires à une vie saine, épanouissante et durable, en toute liberté et sans obligation. Toute personne devrait se voir garantir les meilleures conditions de vie techniquement possibles sans recours à l'argent, aux échanges ou à l'endettement. Il n'y a plus de besoin logique de le faire. Cela s'explique par notre maîtrise des technologies et la facilité avec laquelle nous pouvons produire des biens pour nous-mêmes. Toutes les formes de dette et de subordination freinent non seulement le progrès, mais sont désormais complètement superflues. La souffrance humaine est presque entièrement imputable à un système d'échange dépassé. 7. Notre communauté respecte les limites de la nature et ses ressources, en s'assurant que leur utilisation et gaspillage restent minimaux. Nos ressources sont limitées soit par leur quantité en termes absolus, soit par le temps requis pour les gérer et les remplacer. Dans tous les cas, nous devons les utiliser avec sagesse pour préserver l'environnement et gérer leur approvisionnement. En outre, nous devons minimiser notre accumulation de biens rarement utilisés et la quantité de déchets non réutilisables que nous produisons, qui influent directement sur notre environnement. Plus nous préserverons notre monde, meilleures seront nos chances de survie dans le temps. 8. Notre communauté tire essentiellement ses solutions et avancées de l'application de la logique et des meilleures connaissances disponibles. Dans une nouvelle société dénuée d'inhibiteurs et de contraintes financières, les plus grands défis qu'affrontera l'humanité seront techniques. Par exemple, comment fournir suffisamment de nourriture, d'eau, de logement, d'énergie, de matériaux, et assurer un niveau de vie élevé de manière durable pour chacun. Contrairement aux politiques traditionnelles et à la spéculation, la méthode scientifique est un système solide et éprouvé de résolution de ces problèmes techniques, s'appuyant simplement sur les faits et la logique, avec une référence commune à travers toutes les cultures et les langues. 9. Notre communauté reconnaît son obligation d'attention et d'empathie pour les membres qui ne sont pas en mesure d'apporter leur contribution. Les personnes qui, pour une quelconque raison, sont dépendantes ou ne peuvent pas apporter leur contribution à la société peuvent bénéficier de toute la diligence, les égards et les soins possibles apportés par le reste de la communauté, sans obligation. De plus, en tant que futurs contributeurs à la communauté, il est essentiel que nous transmettions autant de connaissances utiles que possible à nos enfants, de façon à stimuler leur créativité, leur intellect et leur développement en général pour assurer le progrès futur. 10. Notre communauté reconnaît sa responsabilité de maintenir une biosphère diversifiée et durable pour les générations futures.
Nous devons nous rappeler que nous ne partageons pas seulement notre planète avec d'autres personnes, animaux et plantes, mais aussi avec les graines. Nous devons nous préoccuper de ce que seront les personnes, animaux et plantes du futur, qui vivront et grandiront ici un jour. Ces êtres, qui n'ont pour l'instant pas de voix ou d'influence, ont tout comme nous le droit à la vie. Il est dans l'intérêt de toutes les espèces de laisser le monde aux générations futures comme nous l'avons trouvé, voire meilleur, c'est-à-dire dans un état de progrès sain et durable. Vers une autre alternative organisationnelle. Voici une autre alternative, extraite de La Clé Internation, qui propose un modèle alternatif d'organisation de notre société humaine, au niveau international, sur la base d'une étude faite en France, pour une collectivité laïque équitable. À la démarche. Le respect authentique des lois, décrets et règlements de la République française. La création d'une structure réservée à toute personne physique, de plus de 16 ans, jouissant de sa totale intégrité morale et intellectuelle et d'une parfaite honnêteté, ne se portant représentante d'aucune organisation. La mise en œuvre d'une procédure de don de temps, par réciprocité individuelle en entraide effectuée en réseau. La collectivité laïque équitable a pour seule vocation de créer une trame sociale, palliative et complémentaire par une solidarité entre ses participants. 2. Les conditions générales. L'enregistrement gratuit en direct, ou l'enregistrement commissionné, par l'intermédiaire des conseillers. 3. Les conditions de participation. Avoir une rémunération inférieure à 4 000 € mensuels, révisable. Ne pas afficher une appartenance philosophique, politique, religieuse, économique, sous quelque forme que ce soit, ni en faire de prosélytisme. Fournir un dossier. La copie d'une pièce d'identité avec photo. Le détail des compétences, facultatif. La liste des attentes demandées et des disponibilités offertes. Le certificat sur l'honneur, facultatif. Le bulletin d'inscription. Le montant de la participation annuelle. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas participer. Chaque participant reçoit un badge d'identification, correspondant à sa situation géographique, à sa fonction au sein de la collectivité laïque équitable, et à son numéro d'enregistrement. Code postal et fonction et numéro de charte personnelle. 4. L'organisation. La clé coordonne le fonctionnement local. Chaque participant peut devenir un conseiller. Le statut des conseillers. Les conseillers locaux, leur rôle est d'informer, contrôler, rendre compte, proposer. Ils sont en relation directe avec leur conseiller départemental. Les conseillers départementaux, ils réalisent une information publique par la distribution de bulletins. Ils enregistrent les participants. Ils organisent le réseau d'échange de temps. Ils tiennent la gestion et la comptabilité des échanges de chaque participant. Ils établissent une liste des attentes et des disponibilités. Ils vérifient le respect déontologique de la collectivité laïque équitable. Ils signalent, à la hiérarchie, toute démarche apparaissant suspecte, dans sa modalité ou dans sa nature. Ils appliquent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue. Ils prennent contact avec les entreprises locales, pour leur signaler les besoins des participants à la collectivité laïque équitable. Les accords pouvant être réalisés entre les participants de la clé, pour leur proposer de participer, d'entériner ou de réfuter les projets prévus par les participants. Ils proposent d'éventuels aménagements. Leur rôle est prendre des décisions en coordination avec les conseillers locaux et régionaux, surveiller la gestion. Ils contrôlent le respect déontologique de la collectivité laïque équitable. Ils organisent le réseau d'échange. Ils établissent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue. Les conseillers régionaux, leur rôle est de statuer sur les conditions de participation. Ils entérinent les décisions de suppression provisoire ou de radiation définitive, en coordination avec les conseillers départementaux et le Conseil national, selon la procédure prévue. Ils contribuent au respect déontologique de la collectivité laïque équitable. Ils contrôlent la gestion.
Ils établissent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue. Le Conseil national est composé des conseillers régionaux, représentant la centrale laïque équitable. Son rôle est de statuer sur les cas particuliers et litigieux. Il veille au parfait respect déontologique de la centrale laïque équitable. Tout manquement d'un participant, conseiller local, départemental, régional ou national, aux règles déontologiques de la clé peut être sanctionné par une suspension momentanée à la participation ou par une radiation définitive de participer, selon la procédure prévue. 5. La collectivité de services. Réaliser des échanges de services et de biens entre participants identifiés, donateurs et receveurs. Entre participants identifiés et tiers, collectivités, ou pour soi-même. Sans causer de préjudice aux activités professionnelles locales. Les services, denrées, marchandises, matériels, articles, produits et les fournitures sont transformés en équivalent temps. Leur unité est égale à une heure d'activité. Une heure d'activité équivaut à 70 €, valeur révisable. La base hebdomadaire de DO en temps est de 20 heures. Chaque participant reçoit une attribution annuelle de 52 fois 20 heures égale 1040 heures, DO de temps, qu'il utilise à sa convenance. Les échanges de temps se font de gré à gré, par tranche horaire, fractionnable, de DO de temps. Les trajets sont pris en considération. L'activité personnelle peut être prise en compte, en tant que DO de temps à un tiers, après accord du conseiller local ou de la hiérarchie. Les cas particuliers, DO de temps à la collectivité, sont soumis à la décision des conseillers locaux, départementaux ou régionaux, en accord avec les collectivités concernées. Les cas litigieux sont remontés à la hiérarchie nationale. Un apurement comptable est effectué en fin d'exercice. Les dépassements d'horaire du donateur, au-dessus de 20 heures hebdomadaires moyennes, sont considérés comme du temps de bénévolat. Un temps inférieur, en dessous de 20 heures, doit être régularisé, dans les plus brefs délais et justifié, sous peine de sanction, suppression momentanée ou radiation définitive, par étude du dossier après une procédure d'examen avec l'intéressé. Des produits sont interdits d'échange, tous les produits pharmaceutiques, tous les produits reconnus nocifs ou dangereux. Si la collectivité de famille. Mettre en œuvre les conditions de vie familiale les plus appropriées, dans le déroulement de leur prise en charge. Réaliser un habitat conforme et adapté aux nécessités de l'amélioration des conditions d'hygiène quotidienne et de bonne santé, sans distinction sociale. Assurer la protection des personnes et de leurs biens. Assurer l'entraide, l'honnêteté, l'ordre et la discipline. Assurer l'équilibre et la survie des espèces. Établir une hiérarchie des compétences de chacun. Ne peuvent participer à cette collectivité de famille, toute personne impliquée dans une structure philosophique, politique, religieuse, économique, ou ayant des antécédents psychiatriques ou judiciaires, en l'absence de soins consécutifs, probants et appropriés, faisant l'objet d'un suivi patent, utilisant des substances nocives ou dangereuses pour la santé, un certificat sur l'honneur est exigé. 7. La collectivité de recherche et d'innovation. Créer les conditions, en recherche et innovation, n'entrant pas en concurrence avec les structures existantes des entreprises françaises. Réaliser les structures adaptées aux exigences déontologiques de la collectivité laïque équitable. Mettre en œuvre des partenariats avec les entreprises. Mettre en œuvre des dispositions, en l'absence de partenariat. Aider à la création de nouvelles structures en auto-entreprise. Sont interdits de recherche, d'innovation, ni de création, tout produit pharmaceutique et tout produit est reconnu dangereux ou nocif. 8. La collectivité d'échange avec l'étranger. Être de nationalité française ou étrangère ou de double nationalité, être résident en France ou à l'étranger, être en situation régulière de séjour en France. Réaliser des conditions d'échange culturel et de loisirs entre les diverses régions françaises et les différentes régions des pays participants. Promouvoir l'apprentissage de l'espéranto, langue officielle de la clé, pour les échanges avec les pays non francophones. Toute personne représentant une structure philosophique,
politique, religieuse, économique ne peut participer à la collectivité laïque équitable. 9. Le fonctionnement. Chaque conseiller est un participant de la clé. Il est en partenariat avec la clé. Il est un entrepreneur individuel en auto-entreprise. Chaque conseiller fonctionne en contrat tacite de partenariat avec la clé, pour ce qui concerne l'octroi de la charte, la contribution annuelle des participants à la clé, et pour la réalisation de sa propre entreprise. Il est en totale indépendance pour la vente de biens et de services. Il est déclaré auto-entrepreneur au CFE avec numéro de siran. Il peut être en premier emploi, étudiant, chômeur, retraité, salarié, fonctionnaire, à titre principal ou complémentaire. Il doit être informatisé et relié à Internet par l'ADSL. Sa publicité et sa domiciliation peuvent être établies individuellement ou en partenariat avec la clé. Il est tenu d'établir une comptabilité succincte, sans TVA, selon le régime de l'auto-entreprise. Toutes les informations sont fournies par la clé. Dit la charte. Aucun des 10 articles de cette charte ne peut être modifié ni supprimé. L'analyse de notre économie de marché fait apparaître que 97% des échanges financiers réalisés dans les États sont spéculatifs, avec seulement 3% de la masse monétaire utilisable par les acteurs de l'économie réelle, statistique moyenne mondiale. Cette situation engendre, dans le temps, épisodiquement, un chaos économique et social. Ces conséquences ont contraint certains acteurs sociaux à tenter d'instaurer de nouvelles valeurs, par des échanges localisés, dans le but d'installer une économie plus sociale. Son défaut est la mise en place de monnaies parallèles, multiples, déroutantes et éphémères, au nom très fantaisiste, appelées familièrement « monnaie de singe ». Ce modèle économique, impliquant parfois des entreprises, régulièrement accusées de travail illégal, n'est pas viable à long terme, et conduit immanquablement le pouvoir politique des États à dénoncer ces pratiques et accuser ses protagonistes de « faux monnayeurs ». Cependant, la rigueur économique réinstalle actuellement ces monnaies alternatives locales, répertoriées dans plusieurs États européens mais aussi partout dans le monde, plus de 20 en France, plus de 50 ans en Allemagne, toutes aussi déconcertantes que les précédentes. La clé Internation, la clé France, la collectivité laïque équitable, vous offre, pour la première fois, le moyen de fédérer toutes les initiatives et les bonnes volontés, dans un esprit de parfaite équité, sans le risque d'une conséquence de fausse monnaie. Elle assure le maintien d'une meilleure structure économique, par une entraide collective, avec une possible incidence pour les entreprises concernées, ou la création de nouvelles, sans le risque du travail illégal. La clé permet une coopération avec les collectivités, les associations, etc. Pour une récupération des temps de bénévolat, bien légitimes, généralement utilisés sans réciprocité. Une coordination avec les familles, d'une façon dynamique en permettant une implication de tous les acteurs sociaux, y compris les plus vulnérables, basée sur la solidarité, la fiabilité, l'efficacité et la confiance. Son modèle d'échange est très simple à utiliser. Il est concrétisé par un bon ou une carte à puce, avec une gestion et une comptabilité informatisée permettant un suivi très rigoureux des échanges. La clé est un modèle permettant l'épanouissement personnel par une répartition plus équitable des ressources collectives, pour un système économique durable et, enfin social, permettant une amélioration de la qualité de vie, selon les instructions de sa charte en créant de la valeur humaine, par des échanges non monétaires. Des économies parallèles. Le jardin d'échange universel, instauré au Québec, est un système d'échange qui permet à des particuliers de s'échanger des biens et des services et de la connaissance, sans passer par l'argent. L'unité de base de ce modèle est le point-jeu. Un point-jeu équivaut à une minute de temps de travail. Face au gouvernement, aux banquiers et aux multinationales qui volent et appauvrissent de plus en plus, acquérir la souveraineté monétaire est une mesure qui s'impose. Il est important de préciser que les créateurs de monnaies alternatives locales peuvent être à tout moment considérés comme de faux monnayeurs, jugés et incarcérés.
Cela correspond à transformer l'argent papier, monnaie d'échange, en temps d'échange. Il s'agit bien de boycotter le système économique des financiers, au profit d'une autre organisation économique de contribution réciproque et responsable. Il s'agit alors d'une marginalisation volontaire. Il n'y a plus de participation au vote ni de participation aux règles économiques en vigueur. Puisque marginalisation il doit y avoir, il vaut autant qu'elle soit totale. L'individu doit redevenir souverain et donc créateur de son système économique et de son système d'échange. La minute est la même partout sur la planète. Quand on utilise des unités monétaires locales basées sur les monnaies légales, utilisées dans divers endroits du monde, on demeure à la merci des crises économiques, de la dévaluation des monnaies, des taux de change et de tous les autres types de manipulations organisées par les banquiers mondiaux. Pour le jeu, ce modèle d'échange ne concerne pas une entité morale, soumise aux lois commerciales. Il comptabilise simplement l'échange de biens et de services entre des individus. Il devient le moyen d'utiliser une monnaie autogérée. Ce système, rappelons-le, ne peut fonctionner que par une participation équitable, réciproque et volontaire de tous les acteurs qui y adhèrent. Cela sous-entend également un investissement et une participation à l'entreprise locale, mais aussi de couper le cordon ombilical des privilèges, de l'assistanat avec et auprès de l'État-providence. C'est le seul modèle permettant de se libérer de l'esclavage. C'est le seul modèle qui puisse permettre d'échapper à la dictature financière mondiale mise en service par l'actuel système économique de l'oligarchie dirigeante du nouvel ordre mondial. Malgré leur nom trompeur, les banques centrales de chaque pays sont des corporations privées à but très lucratif qui appartiennent à quelques familles élitistes. Quand on utilise de l'argent en dette, une carte de crédit, des actions en bourse ou un compte en banque, on collabore avec les banquiers mondiaux et on participe à la misère dans le monde. Coopérer avec le système d'usure, c'est lui permettre d'exister. En réalité, il est possible de fonctionner sans les banques. Un autre modèle d'échange sans usure s'intitule « Le collectif économique local autonome ». Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre. Après la